Bonjour à toutes et tous, donc cette vidéo va traiter de cet exercice afin d'aborder les notions des matrices de passage. Je vous laisse quelques instants pour lire les questions. Alors volontairement cette vidéo a un rythme assez lent et je répète beaucoup certaines notions afin que les personnes qui soient un petit peu fragiles sur ces notions puissent les aborder de façon sereine. Je ferai également un rappel sur la notion de coordonnées liées à une base, et ensuite nous verrons comment établir une matrice de passage entre deux bases et quel est le lien entre les matrices de passage d'une base à une autre et les coordonnées d'un vecteur dans une base puis dans une autre. Je vous souhaite bon courage et merci de vos remarques. J'ai volontairement fait une vidéo dont le rythme est suffisamment lent pour que les personnes qui aient des petites difficultés puissent le suivre avec aisance. Alors évidemment, vous pouvez accélérer le débit de la vidéo si vous êtes à l'aise avec ces notions. Néanmoins, ça peut être intéressant de vous assurer qu'effectivement vous avez une connaissance précise de ces notions, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc comme je l'ai dit, alors je vais rappeler quelques éléments et puis en particulier la notion de coordonnées d'un vecteur dans une base. Je rappelle que la terminologie vecteur dans le cadre des espaces vectoriels désigne un élément de l'ensemble espace vectoriel qu'on est en train d'étudier. Donc la terminologie vecteur peut désigner des objets de différentes natures. Ça peut être un couple de réels, ça peut être des matrices, ça peut être des fonctions, ça peut être des polynômes, etc. Donc comme je le disais, le but de cet exercice est d'apporter quelques éclaircissements sur la notion de matrice de passage d'une base à une autre dans le contexte d'un espace vectoriel, en incluant un rappel qui est absolument indissociable de ces notions, c'est-à-dire la notion de coordonnées d'un vecteur dans une base donnée. Donc l'objectif, c'est de comprendre le lien entre les coordonnées d'un vecteur dans une base donnée, par exemple la base canonique, et la matrice de passage d'une base à une autre base. Par conséquent, il faudra avoir au moins deux bases dans l'histoire qu'on est en train de raconter, et de faire le lien entre les coordonnées et les matrices de passage. Alors toutes les parties calculatoires seront simples parce que ici le but c'est de comprendre les notions et c'est pour ça que j'ai choisi des exemples qui induisent des calculs relativement simples. Donc on va se placer dans R2, donc R2 c'est l'ensemble des couples de réels. Voilà, donc par exemple le couple 1-2 est un élément de R2. Et évidemment, on considère cet espace vectoriel comme étant un R espace vectoriel. Donc là, je ne rappelle pas ces notions, c'est-à-dire que le corps des scalaires est R. Voilà, je rappelle que la base canonique, dans ce cas-là, ce sont les vecteurs 1, 0 et 0, 1. Alors il y a une première remarque qui est extrêmement importante dans ce contexte. Je l'ai appelée remarque fondamentale 1. Donc je vais vous l'illustrer sur un exemple. Alors déjà, je rappelle une définition. On rappelle que les coordonnées d'un vecteur dans une base donnée sont induites par une identité vectorielle. Alors qu'est-ce que j'appelle une identité vectorielle? Ici, c'est cette identité-là. Voilà, vous avez U qui est égal à xb1 plus yb2, où b1 et b2 sont les vecteurs d'une base donnée. C'est cette égalité qui définit les coordonnées du vecteur U dans la base B1, B2. Il faut savoir que si B est une base, donc ça c'est une propriété du cours, il n'existe qu'un seul couple possible de réels qui vérifie cette relation. Donc ce couple existe et ce couple est unique. Par conséquent, si jamais vous trouvez une relation du type U égale xb1 plus yb2, avec l'assurance que B1 et B2 est une base de R2, eh bien vous êtes certain que c'est le seul couple qui vérifie cette relation et que par définition, ça donne les coordonnées. Donc on note xy de U dans la base B. On n'écrit jamais U égale xy indice B, c'est-à-dire que U n'est jamais égal à ces coordonnées, parce que c'est deux objets qui sont de nature différente a priori. Et donc on écrit plutôt U, un espace, et xy indice B. Alors la deuxième remarque, qui est en fait celle à laquelle je souhaite arriver, c'est que en réalité, quand vous travaillez dans la base canonique de R2, eh bien il y a une identification de l'écriture du vecteur et de l'écriture de ses coordonnées. C'est la raison pour laquelle parfois il y a une confusion dans les matrices de passage. Souvent les étudiants que j'ai en cours ont l'impression que dans les matrices de passage on écrit les vecteurs. En réalité on n'écrit jamais les vecteurs. On travaille toujours avec les coordonnées des vecteurs dans une base donnée. Donc on va préciser ces notions. Alors revenons à notre exemple.
exemple, donc je prends la base canonique, je prends un vecteur particulier, par exemple le vecteur 1, 2. Alors ici, il est immédiat de trouver le couple XY qui convient. On voit qu'on a U égale 1 fois E1 plus 2 fois E2. Et cette relation induit par définition le fait que les coordonnées de U dans la base canonique sont 1 et 2. Donc vous voyez ici, il y a une totale similitude entre la façon d'écrire U et la façon d'écrire ces coordonnées dans la base canonique. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on appelle cette base canonique. Donc cette situation, par contre, ne se rencontrera que lorsque vous travaillerez dans des espaces vectoriels du type R puissance n, munis de leur base canonique. Retenez bien ceci, lorsque vous travaillez dans Rn, où n désigne un entier naturel non nul, eh bien, l'écriture des coordonnées d'un vecteur donné exprimé dans la base canonique s'identifie avec l'écriture du vecteur U, et par conséquent, ça peut apporter quelques confusions. Vous voyez qu'ici, l'écriture est tout à fait similaire. Néanmoins, il ne faut pas écrire que le couple de coordonnées est égal au vecteur. Donc, le premier membre désigne un couple de coordonnées associé à une base particulière, alors que le second désigne un vecteur de l'espace vectoriel considéré, qui ici est R2. Donc voici l'exercice que je propose afin d'aborder ces notions. Donc on considère R2, comme je l'ai dit, vu comme un R espace vectoriel de dimension 2. La base canonique, comme on l'a vu précédemment, c'est la famille constituée des vecteurs 1, 0 et 0, 1. Constatez que ce sont bien des éléments de R2, je reviendrai là-dessus. Parce que c'est important de savoir que lorsqu'on regarde la base d'un espace vectoriel, évidemment, les vecteurs qui constituent la famille sont des éléments de l'espace vectoriel en question. On note B, la famille constituée des vecteurs 1, 1, 0, 2, et je prends un autre élément de R2 en fait, le vecteur 2, 4. Alors la première question, c'est de donner les coordonnées de V dans la base canonique. Alors ça, c'est immédiat et instantané si vous avez compris la remarque précédente, mais on va faire comme si on ne le savait pas. Montrer que B est une base de R2, donner les coordonnées de V dans la base B, écrire la matrice de passage P de C à B, donner la matrice de passage Q de B à C. Donc si vous avez une compréhension de la question 4, vous l'adaptez à la question 5, c'est juste qu'on a échangé les rôles. Quel est le lien entre Q et P? Et quel est le lien entre les matrices de passage et les coordonnées d'un vecteur dans la base C, par exemple, et dans la base B, qui est notre seconde base, d'accord? Et enfin, une petite conclusion, que retenir de cet exercice? Alors, c'est parti pour la résolution de l'exercice. Donc, comme je l'avais dit, quand vous êtes dans la situation où vous travaillez dans R puissance n, avec n un entier naturel non nul, et que vous regardez les coordonnées d'un vecteur dans la base canonique, en réalité, il n'y a pas de calcul parce que l'écriture du vecteur s'identifie à l'écriture de ses coordonnées. Donc, c'est immédiat. Néanmoins, si vous ne connaissez pas cette remarque ou si vous n'avez pas fait cette observation, la méthode générale consiste à chercher deux réels x et y, ici, tels que v est égal à x fois le premier vecteur de base et y fois le second vecteur de base. Donc on écrit tout simplement cette relation, et cette relation induit le système x égale 2, y égale 4. C'est-à-dire que le système est déjà résolu en fait dans cette situation. Donc on en déduit que le seul couple de réels qui vérifie la relation ici est le couple de 4, et par conséquent les coordonnées de v dans la base canonique sont 2, 4, et on revoit encore une fois ici, même si je l'ai déjà dit plusieurs fois, que l'écriture des coordonnées s'identifie avec l'écriture du vecteur. Et on rappelle encore une fois que les coordonnées sont indissociables d'une identité vectorielle, c'est-à-dire la signification du fait que les coordonnées de V soient 2, 4 dans la base C est que V est égal à 2 fois E1 plus 4 fois E2. Question 2. Montrer que B est une base de R2. 1, 1 est un élément de R2, 0, 2 est un élément de R2, donc B est un sous-ensemble de R2, c'est-à-dire B est inclus dans R2. Alors ce point-là est fondamental. C'est un point qui est souvent oublié, mais il faut absolument préciser que B est un sous-ensemble de R2. Le cardinal de B est égal à 2, c'est égal à la dimension de R2, et donc vous avez une propriété qui dit que dans ce cas-là, il suffit de montrer que la famille est libre. Lorsqu'on a deux vecteurs, on peut affirmer quasiment immédiatement que la famille est libre à partir du moment où les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et pour le justifier, par exemple, vous pouvez faire un produit en croix. Donc 1 fois 2 est différent de 0 fois 1. Par conséquent, il n'y a pas de proportionnalité entre ces vecteurs et donc ils sont libres. B étant donc une famille de deux vecteurs libres, on insiste encore, de R2, c'est une base de R2. Alors, donner les coordonnées de V dans la base B, notez AB indice B. Donc, comment on fait ça? On cherche un couple de réels AB qui vérifie l'identité vectorielle ici. V égale A fois B1 plus B fois B2. Donc cette identité vectorielle ici se traduit exactement par l'identité vectorielle qui est ici. Et avec les règles usuelles de calcul, on arrive au fait que 2, 4 doit être égal à A
et A plus 2B. Par conséquent, on arrive au système suivant, A égale 2 et A plus 2B égale 4. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai choisi des exemples qui font que la partie calculatoire est très simple, mais c'est plus pour comprendre les notions. Donc là, on a immédiatement A égale 2, bien sûr, et puis vous pouvez remplacer ici. Donc 2 plus 2B égale 4. Donc par exemple, B égale 4 moins 2 sur 2, c'est-à-dire B égale 1. Donc ce couple convient et c'est l'unique couple qui peut convenir. Les coordonnées de V sont donc 2, 1 dans la base B, et pour réinsister, c'est-à-dire qu'on a l'identité vectorielle V égale 2B1 plus 1B2. Alors on arrive au point peut-être qui vous intéresse le plus, écrire la matrice de passage P de l'ancienne base à la nouvelle base. Et d'ailleurs, je vous invite à utiliser cette terminologie plutôt que de dire base 1, base 2, ancienne base, nouvelle base, et pour ce qui nous intéresse, nous, de la base canonique à la base B. Alors, voici ce qui est un petit peu surprenant, c'est que pour écrire la matrice de passage de l'ancienne base vers la nouvelle base, on doit exprimer les nouveaux vecteurs en fonction des anciens. Plus précisément, la première colonne de P correspond aux coordonnées du premier vecteur de la nouvelle base exprimées dans l'ancienne base. Donc on dit que c'est contravariant, c'est-à-dire que pour écrire la matrice de passage de l'ancienne base à la nouvelle base, il faut connaître les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base exprimés dans l'ancienne base. Et encore une fois, ici, il s'agit des coordonnées et non pas des vecteurs. C'est-à-dire que les colonnes ne désignent pas les vecteurs, mais les coordonnées des vecteurs dans une base particulière. Donc, or ici, on a B1 égale 1, 1. Donc là, on va aller un petit peu plus vite. On a compris que dans la base canonique, ça induit immédiatement que les coordonnées de B1 sont 1, 1. Et donc, c'est ça qui va constituer la première colonne de P. C'est-à-dire que dans la compréhension, ce n'est pas le vecteur qu'on écrit, mais ce sont bien ses coordonnées. C'est-à-dire que ce 1, 1 ici est associé aux coordonnées. Voilà, je pense que j'ai assez insisté. Et d'une façon similaire, la deuxième colonne de P correspond aux coordonnées du deuxième vecteur de la nouvelle base exprimée dans l'ancienne. Et de manière tout à fait immédiate, on a donc que les coordonnées de B2 sont 0, 2, ce qui nous donne la deuxième colonne de P. Donc qu'est-ce qu'on en déduit ? Eh bien on en déduit que la matrice de passage de l'ancienne base, qui est E1, E2, dans la nouvelle base, est la matrice dont la première colonne est 1, 1 et la deuxième colonne 0, 2. Pour insister encore de façon très importante, je rappelle que ce 1, 1, il signifie que les coordonnées de B1 dans la base E1, E2 sont 1 et 1. Une autre façon de le dire, c'est qu'il signifie que B1 est égal à 1 fois E1 plus 1 fois E2. De même, la deuxième colonne désigne les coordonnées du vecteur B2 dans la base E1, E2, c'est-à-dire les coordonnées du second vecteur de la nouvelle base exprimée dans l'ancienne base. Ces coordonnées sont 0, 2, ce qui revient à dire en termes d'identité vectorielle que B2 est égal à 0 fois E1 plus 2 fois E2. Très bien, donc on demande ensuite de donner la matrice de passage Q de B à C. Donc en fait, c'est la même situation, simplement on a échangé le rôle de B et de C. Par conséquent, vous devez avoir compris que pour ce faire, je vais devoir exprimer les coordonnées des vecteurs de C dans la base B. Alors comment on fait ça ? En réalité, ici, on connaît B1 et B2. Donc on a vu que B1, c'est 1 fois E1 plus 1 fois E2. B2, c'est 2 E2. Et donc on va inverser ces relations. C'est-à-dire qu'on va essayer d'exprimer E1 et E2 en fonction de B1 et B2. C'est-à-dire comme combinaison linéaire de B1 et B2, cette combinaison linéaire étant unique, et c'est cette combinaison qui va définir les coordonnées. Et encore une fois, là c'est immédiat, donc vous avez E2 qui est égal à 1 demi de B2, donc ce qui signifie c'est 0 fois B1 plus 1 demi fois B2, et cette relation, qui est une identité vectorielle, et qui exprime E2 comme étant une combinaison linéaire de B1 et B2, définit les coordonnées de E2 dans la base B. On a donc les coordonnées de E2 qui sont 0 et 1 demi, et ça va constituer la deuxième colonne de la matrice Q. De même, en injectant l'expression de E2 dans la première ligne, on a E1 ici, vous avez E1 qui est égal à B1 moins E2, par conséquent, E1 est égal à B1 moins 1 demi de E2, et normalement à ce stade, ça doit presque être automatique pour vous. Cela signifie donc que les coordonnées de E1 dans la base B sont le couple 1 moins 1 demi, ce qui nous donne la première colonne de Q. Alors, quel est le lien entre Q et P ? Eh bien, les matrices sont inversibles et on a P égale Q moins 1 et Q égale P moins 1, c'est-à-dire elles sont inverses l'une de l'autre. Ça paraît tout à fait intuitif, puisque vous avez une matrice de changement de base de B à C et une autre de C à B. Donc, intuitivement, on a envie de penser qu'elles sont inverses l'une de l'autre, ce qui est le cas. Vous pouvez le vérifier d'un point de vue calculatoire, donc vous pouvez faire P fois Q, Q fois P, et vérifier que c'est bien égal à la matrice identité d'Andre 2. Alors maintenant, plus important, disons, quel est le lien en fait entre les coordonnées d'un vecteur dans la base 1, ou dans la base ancienne, dans l'ancienne base, c'est-à-dire la base canonique, et les coordonnées d'un vecteur dans la nouvelle base,
Et quel est le lien entre ces coordonnées et les matrices de passage de l'ancienne base vers la nouvelle base? Alors pour ça, je vais faire une petite observation qui est importante de mon point de vue, c'est qu'un vecteur ne dépend pas de la base dans laquelle vous le regardez. C'est-à-dire qu'on peut parler de la notion de vecteur sans parler de base. Par contre, à partir du moment où vous parlez de coordonnées, là, vous ne pouvez pas dissocier la notion de coordonnées à une notion de base. Par conséquent, un vecteur, ça a du sens de façon décorrélée d'une base donnée, mais les coordonnées d'un vecteur sont indissociables de la donnée d'une base. Alors, du coup, si vous connaissez les coordonnées d'un vecteur dans une base donnée, vous pouvez en déduire les coordonnées de ce même vecteur dans une autre base en utilisant une matrice de changement de base. Déjà, vous pouvez retenir cette notion de façon globale, c'est-à-dire une matrice de changement de base, si je m'intéresse aux coordonnées d'un vecteur, ça me permet de trouver les coordonnées du vecteur dans une base donnée, les connaissant dans une autre base. Ça, c'est déjà globalement. Maintenant, si on rentre dans la précision, et c'est là où vous allez voir qu'il y a il y a quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif, qu'on appelle contravariant, c'est que si vous connaissez les coordonnées d'un vecteur, pour notre exemple, dans la base C, dans l'ancienne base, et que vous souhaitez connaître ces coordonnées dans la nouvelle base, eh bien, il faut utiliser la matrice de passage de la nouvelle base vers l'ancienne, c'est-à-dire Q. J'ai bien souligné, il n'y a pas d'erreur, c'est contravariant. Donc là, c'est un peu, contre-intuitif et surprenant. Voilà. Et de la même façon, si vous connaissez les coordonnées d'un vecteur dans la base B, et que vous voulez connaître dans la base C, eh bien, il faut utiliser la matrice de passage de C vers B, c'est-à-dire P. Alors, regardons un exemple. Si je connais les coordonnées de V dans l'ancienne base et que je veux connaître ces coordonnées dans la nouvelle base, eh bien, on doit utiliser la matrice de passage de la nouvelle base vers l'ancienne base, c'est-à-dire Q. Donc, vous voyez, c'est complètement contre-intuitif. Donc, par exemple, si on connaît les coordonnées de V dans la base canonique, ce qui est le cas, donc on a privé le vecteur de coordonnées 2, 4. Pour connaître ces coordonnées dans la base B, donc on utilise Q, je rappelle qu'on a exprimé E1 en fonction de B1 et B2, E2 en fonction de B1 et B2. Enfin là, c'est les coordonnées du vecteur V exprimées dans E1, B2, d'accord? Donc vous avez des codes couleurs. Et le produit matriciel me donne les coordonnées de V dans la base B1, B2. Donc je répète une fois, ici on a exprimé E1 et E2 dans la base B1, B2. J'ai les coordonnées de V dans la base E1, E2. Je fais le produit matriciel. Je trouve les coordonnées de V dans la base B1, B2. Donc nous allons prendre un second exemple qui est en fait un exemple qui traduit exactement le même type de situation, c'est-à-dire je connais les coordonnées d'un vecteur dans une base, je souhaite les connaître dans une autre base et j'introduis une matrice de passage. Donc ici on connaît les coordonnées de V dans la base B, ici, et je souhaite les connaître dans la base C. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ça, je dois exprimer les coordonnées de B1, B2 dans la base E1, E2. Donc si on connaît les coordonnées de V dans la base B1, B2 et qu'on souhaite les connaître dans la base E1, E2, eh bien il faut utiliser la matrice de passage de C à B, c'est-à-dire la matrice dans laquelle on exprime les vecteurs B1, B2 en fonction de E1, E2. On fait un produit matriciel et on obtient les coordonnées de V dans la base E1, E2. Alors, que retenir de cet exercice? Voici ce que je vous propose en fait de faire pour tester votre compréhension. Vous vous donnez un R espace vectoriel E de dimension finie, de base B1, B2. Donc ça c'est juste pour le cadre, vous n'avez pas besoin de vous donner un exemple précis. Mais vous essayez de formuler des phrases du type pour déterminer la matrice de passage de B1 à B2, et vous complétez. Pour déterminer la matrice de passage de B2 à B1, et vous complétez. Les deux matrices précédentes sont, vous complétez. Et si vous connaissez les coordonnées d'un vecteur dans la base B1, pour trouver ces coordonnées dans une base B2, et vous complétez. Une fois que vous avez réussi ça, vous pouvez reprendre directement l'exercice à partir de la phrase suivante. Si je connais les coordonnées d'un vecteur dans une base B1, pour trouver ces coordonnées dans une base B2, je dois. Et si vous êtes capable d'énumérer toutes les étapes que vous devez faire de façon précise, vous avez une très bonne compréhension de ce qu'on vient de traiter, c'est-à-dire la notion de matrice de passage. Alors je vais faire ensuite une vidéo dans un cadre plus évolué pour que vous compreniez en particulier la pertinence de ne pas confondre les vecteurs et leurs coordonnées. Et puis aussi regarder les matrices de changement de base associées à une application linéaire, puisque c'est aussi dans ce cadre que ça doit prendre une pertinence. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de courage. Donc j'ai fait un petit schéma récapitulatif qui résume un petit peu la situation. Donc on prend un R espace vectoriel de dimension 3 par exemple, mais en réalité au niveau des notions vous pouvez généraliser en dimension n. On connaît deux bases, donc une base B1
qui contient les vecteurs U1, U2, U3, une base B2 qui contient les vecteurs V1, V2, V3. On connaît un vecteur et on connaît ce vecteur exprimé dans la base B1. Donc le vecteur est égal à AU1 plus BU2 plus CU3, ce qui signifie exactement que ses coordonnées dans la base B1 sont ABC. Et on se pose la question, quelles sont les coordonnées de ce vecteur dans la base B2 ? Donc on connaît le vecteur dans la base B1, on cherche ses coordonnées dans la base B2. Pour cela, il faut prendre la matrice de passage de B2 vers B1, donc c'est contravariant. Et pour exprimer la matrice de passage de B2 vers B1, vous devez exprimer les vecteurs de B1 dans la base B2. Par conséquent, vous devez exprimer U1, U2 et 3 dans la base B2. C'est ce que signifie la matrice P ici. Et j'ai rappelé en particulier que la première colonne désigne les coordonnées de U1 dans la base B2 et que ça signifie en particulier que U1 est égal à A11V1 plus A21V2 plus A31V3. Dans ces cas-là, comment on obtient donc ce qu'on était en train de chercher, c'est-à-dire les coordonnées de V dans la base B2 ? Eh bien, on l'obtient par un produit matriciel. On fait P fois la matrice colonne associée aux coordonnées de V dans B1 et on obtient la matrice colonne associée aux coordonnées dans B2. Une dernière fois, je connais V dans B1, je cherche V dans B2. Pour ça, je dois écrire la matrice de passage de B2 à V1 et pour cela, je dois exprimer les vecteurs de B1 dans la base B2. Un produit matriciel me donnera donc les coordonnées dans la base B2, connaissant les coordonnées dans la base B1 en utilisant la matrice de passage de B2 vers B1. Good job.